Salut à toi, merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de science, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces quatre thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, je suis tombé sur la vidéo d'un prodige camerounais, vraiment, qui m'a fait plonger dans le passé triste, dans le passé douloureux de l'Afrique. Et je ne pouvais pas manquer de partager ça avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je suis tombé, n'est-ce pas, sur la vidéo d'un prodige camerounais, d'un génie camerounais qui a présenté le potentiel de l'Afrique en moins de 10 minutes. Il m'a plongé dans le passé douloureux de l'Afrique. J'ai été particulièrement marqué et je ne pouvais pas manquer de partager ça avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, on va regarder cette vidéo ensemble et juste après, je vais placer 2 ou 3 mots. On y va. Donc, on va encore rapidement parler de l'Afrique. Tu peux un peu zoomer. Donc, le continent africain, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Donc, si tu considères le pays le plus vaste au monde, c'est quoi? La Russie, 17 millions de kilomètres carrés. Tu introduis ici à l'intérieur de l'Afrique, il y aura de l'espace. Si tu prends la Chine, qui a 9 600 000 kilomètres carrés, tu introduis ici dans l'Afrique, il y aura encore de l'espace. Si tu prends 10 fois la superficie de la France, tu ajoutes l'Angleterre, la Hollande, le Luxembourg, tu introduis ici, il y aura de la place pour jouer au football. Donc, c'est un continent qui est suffisamment vaste, avec plus d'1,4 milliard individus. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait donc? Pourquoi est-ce que nous sommes là à parler le français comme je parle là, l'anglais, le portugais, etc. Vous avez vite compris le débat sur les langues africaines et leur mise en valeur, parce que c'est important que nous puissions remettre en valeur nos langues. Mais est-ce que ça veut donc dire que c'est mauvais de parler le français et l'anglais? Je dis non. Apprendre des langues supplémentaires, c'est toujours intéressant parce que ça permet d'augmenter la culture générale. Mais je vais aussi évoquer la partie historique pour montrer comment est-ce qu'on en est arrivé là au point où on rejette aujourd'hui nos langues. Mais avant de le dire, je vais présenter rapidement les pays qui possèdent le plus de langues en Afrique. Le premier, de Almighty Nigeria, 520 langues parlées dans cet espace-là. Suivi par son voisin immédiat, le Cameroun, qui oscille autour de 280 langues parlées dans cet environnement. Le troisième dans cette affaire, c'est notre ami RD Congo, qui serait autour des 200, on dira quoi, environ 214 langues parlées en République démocratique du Congo. Le quatrième reviendrait au Tchad. Le Tchad serait autour des 129 langues. Et enfin, la Tanzanie, qui serait autour des 114 langues. Ça, c'est le top 5. Et quand vous rassemblez ces 5 pays, vous êtes déjà à près de 1000 langues inventées par seulement 5 pays. Tu imagines le génie que nos ancêtres avaient? Parce que les langues permettaient de faire quoi? Arriver dans un environnement, il fallait trouver des termes et des symboles pour pouvoir identifier l'environnement, transmettre des informations sous forme de code. Et ça montre que nos ancêtres étaient très puissants. Mais comment vient-on à un niveau où un pays comme le Cameroun qui a près de 280 langues n'arrive même pas à utiliser une seule de ces langues comme langue nationale? Ça veut dire qu'il y a un problème. On va essayer de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais là, très rapidement aussi, je vais te donner les 5 langues les plus parlées d'Afrique. D'accord? Le premier, c'est le Kiswahili ou bien le Swahili. Il y a 150 millions d'Africains qui parlent cette langue. Alors, 150 millions, c'est quoi? C'est 2 fois la population de la France. D'accord? Plus encore, la moitié de la population, je dirais, du Cameroun, qui parle le Kiswahili. Tu imagines? Et il y a plein de pays qui le parlent, comme la Tanzanie, capitale Dar es Salaam, le Rwanda, le Kenya, le Congo, d'accord?
Et je pourrais peut-être aussi ajouter la Zambie. On parle le Kiswahili là-bas. La deuxième langue, alors ça se doute, ou bien ça se discute entre l'Amharique et le Haoussa. Le Haoussa est parlé par près de 50 millions d'individus, notamment ici au Nigeria. On en parle au Cameroun, au Tchad, au Niger. On en parle aussi au Bénin, au Togo, au Ghana. Je pense qu'il y a quelques traces aussi en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe, et au Burkina Faso. D'accord? Et là, j'étais déjà à 3, n'est-ce pas? Le quatrième, c'est le Yoruba. Almighty Yoruba. Ici, Ibadan, Ifé. Ils sont là au Nigeria. Il y en a aussi pas mal au Bénin. OK? Après, tu as quoi aussi? Igbo. Le Igbo, oui, d'accord. Le Igbo. Nous avons aussi le Lingala, qui sont des langues très parlées. Nous avons aussi le Bambara, qu'on ne peut pas négliger. Et le Fufulde, ou bien le Fulbe, qui est parlé aussi de façon abondante en Guinée ici. C'est parlé aussi au Sénégal avec des variantes. À Bamako, au Cameroun, au Nigeria, d'accord, aussi en République centrafricaine et un peu aussi au Tchad. Et comme je t'avais expliqué l'autre jour, il y a un professeur ici qui est originaire du Sénégal, le professeur Moussalam, un très brillant intellectuel qui a travaillé avec Cheikh Anta Diop. Lui, dans ses recherches, il affirme que l'origine des Peuls serait ici en Éthiopie. Donc après, ils se sont diffusés dans l'Afrique. Voilà, c'est un peu ça. Donc, une fois que j'ai dit ça, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi avec autant de langues, nous n'avons pas réussi à nous positionner à telle enseigne qu'on puisse avoir des pays qui utilisent ces langues. La plupart de nos pays ne portent même pas des noms avec les langues locales, à part peut-être le Mali. Le Mali qui signifie hippopotame dans leur langue là-bas, l'une de leurs langues. C'est très intéressant. Il y a aussi Congo qui est la déformation de Congo. Ngo, c'est quoi? Le léopard. Le léopard, Congo, les dompteurs de léopard. C'était des puissants guerriers à l'époque. C'est ici que les premières traces de mathématiques les plus anciennes ont été découvertes, dans une ville qu'on appelle Ishango, un os sur lequel les pêcheurs faisaient les mathématiques, en base 1. D'accord? Et l'histoire révèle qu'à partir des grands lacs, lorsque ces pêcheurs sont remontés à travers le Nil, ils ont commencé à coloniser la Haute-Égypte, c'est-à-dire ce qu'on appelle Al-Soudan, qui viendrait de l'arabe, qui veut dire la terre de l'homme noir. Et à partir d'ici, à chaque fois qu'il y avait les crues du Nil, tu as déjà entendu parler du Nil, non? Le plus long fleuve d'Afrique, c'est ça? Nile River. Et quand il y avait les remontées du Nil, à partir de ce moment, ils se retiraient sur les montagnes, ils observaient la nature, l'espace, etc. Et c'est là où est née l'astronomie. D'accord? Et lorsque, n'est-ce pas, il y avait les descentes du Nil, ils essayaient, n'est-ce pas, de retracer les contours de leur champ. C'est là où est née la géométrie, les figures, etc. C'est pourquoi l'un des plus grands traités de mathématiques que l'on trouve se trouve dans cet espace-là. Ça a été écrit par des savants noirs à l'époque, mais ils ont été tous volés. Et ça se retrouve dans les musées européens. Donc l'un de ces plus vieux manuscrits s'appelle le papyrus de Amouzou, là où se trouvait le fameux théorème de Pythagore. How do you call it in English? Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. C'est curieux, hein? Là, je suis avec ma gamine de 10 ans. Elle sort de leur CM2 qu'on appelle classiques, mais ils étudient déjà les théorèmes de Pythagore, soi-disant de Pythagore au CM2. Ça montre le décalage qu'il y a aussi entre le système francophone et le système anglophone, hein, sans vouloir dénigrer. Bien, pour revenir, en réalité, nous avons été battus sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan spirituel et sur d'autres plans, parce que nos ancêtres, quelque part, ont confondu le visiteur. Ils ont cru que tous les peuples avaient le même paradigme, c'est-à-dire la même façon de visualiser le monde. Rappelez-vous, lorsque les Carthaginois, les Anglais, les Français venaient chercher à manger en Afrique et des espaces pour pouvoir survivre à cause de la faim dans leur espace de l'autre côté, quand ils venaient chercher la main-d'œuvre pour aller travailler dans leur plantation, à la base, c'était des accueils. Pour nous, c'était des humains qui arrivaient parce qu'on avait des albinos. Hein, l'albinos aussi à la peau blanche. Donc, on n'avait pas un regard repulsif vis-à-vis de l'Européen. Mais sauf que l'être qui arrivait avait des projets malsains dans la tête. Et c'est là où nous avons échoué et c'est là où je vais chuter. Parce qu'en ouvrant nos portes à cet individu, il nous a étudiés, il a vu nos faiblesses et il nous a donné le coup fatal. Il a détruit notre système éducatif en créant un faux système colonial où la rentrée académique se fait pendant la période de la récolte. Vous imaginez ça? C'est-à-dire, lorsque les vieux ont besoin de leurs enfants pour aller au champ faire la récolte, c'est là où on prend tes enfants, pas les enfermer quelque part pour dire qu'on les enseigne. Qu'est-ce qu'on les enseigne? On les enseigne l'histoire de France. On les déconnecte sur le plan spirituel, on les déconnecte sur le plan historique et on les empêche de parler leur langue maternelle à l'école. Et c'est là où l'échec a commencé.
lorsqu'on a arrêté de parler nos langues. Et il y a un de mes oncles qui m'expliquait que lorsque tu parlais ta langue à l'école, il y avait des camarades traîtres à qui on avait donné la mission de venir te mettre un gros os de singe au cou. Et tu étais humilié dans le campus. Donc, ta culture, ta langue, ton mode de réflexion est devenu un sujet de honte. Et petit à petit, on a, sur des générations, on a donc intégré ce qu'on appelle des traumatismes. Et quand un être est traumatisé, si ton cerveau ne trouve pas une explication valable pour te convaincre, tu deviens un danger pour toi-même. Et là, ils ont fabriqué des instituteurs, non pas pour transmettre la connaissance, mais pour traduire nos langues afin qu'ils puissent comprendre nos secrets. Et avec le temps, on a lâché petit à petit nos langues. Donc, il est d'urgence que nous puissions ramener toute cette richesse ancestrale au jour. Parce que l'usage d'une langue cache ce qu'on appelle un paradigme, c'est-à-dire une vision du monde. Et c'est dans la langue qu'on donne des noms. Je prendrai un exemple simple sur moi pour chuter. Dans ma langue, mon nom originel ou bien celui de mon papa, c'est Dogué. Dogué qui signifie les pylônes ou bien les piliers qui permettent de soutenir une maison. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, quand l'Africain donne un nom, il y a une vision de la chose, il y a une projection qui se fait de toi, et il y a, n'est-ce pas, une orientation qu'il te donne. Mais après des phases, n'est-ce pas, de travail sur toi qu'on appelle les phases d'initiation, il y avait des modifications qui venaient autour du nom. Donc, quelqu'un qui s'appelait Dogué devient Doksala, John Sala, Lul Sala, Lixala. C'est un peu ça. Donc, nos langues sont vraiment intéressantes. Et si on commence à se réintéresser à nos langues, nous allons balayer des termes comme homosexualité qui n'existent pas dans nos langues. Nous allons balayer des termes comme esclavage qui n'existent pas dans nos langues. Et nous allons aussi balayer, par exemple, un terme que j'oublie encore là. Bref, en gros, il y a donc l'usage de la langue du colon fait en sorte que nous puissions adopter des schèmes de pensée du colon. Et ça nous réduit. Donc, vivement, essayons de revaloriser nos langues. C'est vrai qu'il y a l'arabe qui est présent dans notre continent. On continue à travailler avec, c'est pas un souci. Le français, le portugais, l'espagnol. Mais n'oublions pas, c'est près de 4000 langues qui végètent. Donc, c'était un peu ça, le petit enseignement de ce soir. Bien des choses à chacun de vous et intéressons-nous à nos langues. C'est très important. Voilà. Bravo. Bravo. C'est ça qu'on appelle la compétence. On appelle ça la compétence à l'état brut. C'est-à-dire que en 10 minutes, il m'a fait comprendre l'Afrique autrement. C'est-à-dire que c'est intéressant. Et je pense que toi qui regardes ma vidéo, vraiment, partage cette vidéo au maximum. Que tous les Africains regardent cette vidéo. En fait, il faut qu'on comprenne que l'Afrique a du potentiel. Je dis encore et je répète, personne ne viendra bâtir l'Afrique à notre place. On doit prendre nos responsabilités. Et pour pouvoir faire pour pouvoir prendre nos responsabilités, pour pouvoir faire du bon travail, on a besoin des leaders qui ont des pieds sur terre. On a besoin des leaders qui ont vraiment une vision. On ne veut pas des pleurnicheurs, on ne veut pas des bénis oui-oui, on ne veut pas des princesses. On a besoin des hommes, des hommes avec grand H pour diriger nos pays. C'est ça un pays qui envoie des développements. Puisque personne ne va accepter, aucune puissance ne va permettre à l'Afrique de se développer. Donc si les Africains ne prennent pas les responsabilités en main, on sera toujours les derniers. Et même dans 1000 ans, nos enfants vont subir les mêmes choses. Les enfants de nos enfants vont subir les mêmes choses. Les arrière-enfants de nos arrière-enfants vont subir les mêmes choses. Jusqu'au jour où Dieu et Jésus, comme disent les chrétiens, viendront pour la fin du monde. Mais tant que ce n'est pas encore la fin du monde, qu'est-ce que j'en sais? Peut-être à la fin du monde, il y aura un autre monde et là-bas, on sera tout dernier. Donc, je veux dire que chaque Africain regarde cette vidéo et que chaque Africain prenne ses responsabilités. Donc oui, ce monsieur, ce prodige camerounais, ce génie camerounais, en quelques minutes, nous a plongé dans le passé douloureux de l'Afrique et nous a présenté le potentiel de l'Afrique. Dans cette vidéo, il aborde le potentiel territorial de l'Afrique. Il nous présente comment l'Afrique est vaste. Donc, on n'a pas envié en fait d'autres continents, on n'a pas envié d'autres pays. Donc, il présente le potentiel territorial de l'Afrique. Il aborde la problématique sur les langues africaines. Rien qu'au Cameroun, on a près de 300 langues. C'est ça qu'on appelle la diversité culturelle. On a des richesses et les Africains ne sont même pas conscients de ça. Mais s'il n'y a pas quelqu'un comme ça pour de temps en temps un peu activer, pour de temps en temps, voilà,
voilà, interpeller pour de temps en temps, présenter ça comme ça, personne ne saura. Personne ne saura. Personne ne saura. Si je demande à mon fils aujourd'hui que le Cameroun a combien de langues, il ne pourra pas me répondre. Il ne pourra pas me répondre. Donc vraiment, je félicite encore ce prodige camerounais. Donc comme je disais tantôt, dans cette vidéo, il a abordé la problématique des langues africaines. Dans cette vidéo, il soulève la problématique du choix d'une langue nationale. Je ne connais pas un pays au monde, un pays sérieux qui s'est développé avec la langue d'un autre pays. Je ne connais pas. La plupart des pays sérieux ont leur langue nationale. Donc, il est temps que le Cameroun, les pays africains, se penchent sur ce problème-là. Et ce qu'il dit est vrai. On connaît au Cameroun quelle langue est parlée dans quelle localité. On connaît les langues les plus parlées au Cameroun. Et il y a au moins 5 langues qui ont ce potentiel-là de devenir la langue nationale. Donc, il va seulement falloir qu'on mette une cellule de travail, bien un centre de recherche qui va se pencher sur cette problématique-là. On peut commencer avec 5 langues. Ce n'est pas un projet de 2 ans, bien de 10 ans. C'est un projet qui va aller même sur 50 ans. Si on commence aujourd'hui, dans 50 ans, on aura une langue nationale. On commence d'abord par substituer de manière progressive. On ne peut pas le faire du jour au lendemain. On commence avec 5 langues, ensuite 3, ensuite 2. Il y a des langues qui ont ce potentiel d'être élargies, parce qu'il faut également regarder l'aspect technique. Donc c'est un problème en Afrique qu'il faut résoudre. Si on veut se développer, c'est stratégique. Parce que la langue est en adéquation avec les réalités du territoire. Oui, la langue est en adéquation avec voilà, les réalités voilà, les réalités locales. Oui. Donc, quelqu'un qui ne parle pas, ou alors un pays qui n'a pas sa langue, est déconnecté, perd son identité. Il faut le dire. Donc, le monsieur a totalement raison. Il a raison. Les pays africains qui n'ont pas encore eu cette possibilité d'implémenter une langue nationale doivent le faire. Doivent le faire. Travailler maintenant dans le sens technique, parce qu'il va falloir également il va falloir développer le domaine technologique également, et on ne va pas le faire avec la langue de notre pays, on va le faire avec la langue qui sera choisie. Donc il faut qu'on regarde, il faut que dans les recherches, qu'on se penche également sur ce levier-là, qu'on se penche également sur ce couloir-là, qu'on choisisse une langue qui a le potentiel de s'élargir sur le domaine technique. Parce que moi, à mon dialecte, je ne sais pas comment on appelle une vis, par exemple. Je ne sais pas. À mon dialecte, je ne sais pas comment on appelle un système d'entraînement. Ou bien je ne sais pas comment on appelle un engrenage. Je ne sais pas comment on appelle un joint. Voilà, voilà autant d'éléments. Donc on doit élargir, on doit développer cette langue-là, si bien qu'on utilise cette même langue aussi sur le domaine technique. C'est très important. C'est stratégique même. Donc oui, un pays sérieux, un pays sérieux doit avoir sa langue. L'Allemagne a sa langue. La France a sa langue. La Chine a sa langue. La Russie a sa langue. Les États-Unis ont leur langue. Chaque pays sérieux a sa langue. En Suède, il y a le suédois. Chaque pays a sa langue. Donc oui, il est temps que les pays africains travaillent dans ce sens. Et il a également parlé du succès de l'Afrique par le passé. Oui, l'Afrique a connu du succès par le passé. Je ne vais vraiment pas entrer dans l'histoire de l'Égypte et tout ça. Vraiment, si moi j'entre dans ça, je serais perdu. Puisque ce qui intéresse les Africains actuellement, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant et qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir. Donc, on doit se pencher sur le présent et fixer un cap pour le futur. Ce qui s'est passé il y a 100 ans, il y a 500 ans, ça ne va pas beaucoup nous faire avancer. Oui, Cheikh Anta Diop a travaillé beaucoup dans ce sens. Je ne vais pas critiquer son travail. Il a fait un travail de fond, il a fait du bon travail, c'était nécessaire. Mais je pense qu'une fois on s'est rendu compte que oui, il fut un temps, l'Afrique avait des connaissances, on a découvert les mathématiques en Afrique, et ce sont les Africains qui ont conçu les pyramides et tout. Une fois qu'on sait ça, c'est quoi la suite? Moi, j'ai un problème un peu avec cette idéologie-là, où on va toujours se pencher, on doit rester plongé dans les succès du passé. Non, on doit réfléchir comment s'approprier la technologie d'aujourd'hui, fixer un cap pour l'avenir. Quand une maman se lève le matin au Cameroun, elle veut se rassurer qu'elle a assez d'argent
pour faire le marché, préparer pour que ses enfants et son mari mangent. Ça, c'est d'abord son premier souci. Deuxième souci, est-ce que ses enfants sont en santé? Troisième souci, est-ce que ses enfants vont à l'école? Quatrième souci, est-ce qu'ils ont de l'eau, ils ont de l'électricité, ils ont la santé? Autre souci, je vais faire comment, quand ils auront le baccalauréat, je fais comment pour leur avenir? Est-ce qu'ils ont un emploi? Voilà les préoccupations du Camerounais lambda. Donc, que vous nous ramenez en Égypte, tant que le panier de la ménagère n'est pas rempli, vous pouvez rester avec votre histoire d'Égypte. Non. Donc, je ne suis pas contre ceux qui ont fait le travail sur l'histoire des Noirs en Égypte. Ou alors l'Afrique qui a brillé par le passé. Vraiment, je respecte leur travail, mais ne nous endormons pas sur le succès du passé du continent africain. Parce que si on s'endort, on ne va pas pouvoir maîtriser les enjeux actuels et on ne pourra fixer aucun cap pour l'avenir. Donc oui, je ne veux vraiment pas m'appuyer là-dessus. C'est bien, il a informé, oui. Et dans sa vidéo, il fait comprendre que l'Afrique, il fut un temps, l'Afrique a eu du succès. Mais ça ne nous intéresse pas. Ça n'intéresse pas vraiment le Camerounais lambda ou bien l'Africain lambda. Il a également soulevé dans son discours la cause de l'esclavage et de la colonisation. Comme quoi, en fait, s'il y a eu esclavage et colonisation, nos grands-parents ou alors les Africains qui vivaient sur le continent en ce temps-là ont fait preuve de négligence. Ils ont voulu être trop hospitaliers. Et cette hospitalité-là a fait en sorte qu'ils ont baissé la garde sur beaucoup d'aspects. Et puis, ne sachant pas l'intention que l'ennemi avait, alors pendant qu'ils ont dormi la garde, pendant qu'ils ont baissé la garde, l'étranger qui était là a frappé fort et il a tout pris. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai que c'est connu, mais le fait de le mentionner encore dans son discours, j'ai beaucoup apprécié. En fait, pour interpeller encore les Africains, leur faire comprendre qu'en fait, oui, si nous sommes ce que nous sommes, c'est aussi parce qu'on a été hospitalier, on a ouvert les portes aux étrangers n'importe comment. Je ne dis pas ici d'être xénophobe, je ne dis pas ici d'être raciste, je ne sais pas, non, mais il y a des secteurs stratégiques que certains étrangers ne doivent pas avoir accès. Et quand on parle de secteurs stratégiques, on parle déjà d'un pays qui est souverain. Si un pays n'est pas souverain, si dans un pays, il y a une armée étrangère sur le sol de ce pays-là, ce pays ne peut pas être souverain. Si un pays utilise la monnaie d'un autre pays, ce pays ne peut pas être souverain sur le plan économique. Donc, quel est ce pays qui n'a pas de souveraineté militaire, qui n'a pas de souveraineté économique, veut avoir des secteurs stratégiques? Ça n'a pas de sens, c'est contradictoire. C'est contradictoire. Donc oui, les Africains, les dirigeants africains doivent avoir les secteurs stratégiques et personne ne doit avoir accès. Personne ne doit avoir accès. C'est comme ça qu'on fait pour protéger un pays. Donc nos ancêtres ont fait la même erreur que les dirigeants actuels sont en train de faire. C'est-à-dire que embrasser tous ceux qui viennent et oublier de se protéger en baissant la garde. Lorsqu'on voit par exemple une base militaire étrangère dans un pays africain, c'est la même chose que nos ancêtres africains ont fait. Ils ont ouvert toutes les portes. Ils ont embrassé l'étranger sans connaître l'intention de cet étranger-là. Et très vite, ils ont confisqué tout. Et c'est ça qu'on subit aujourd'hui. Donc, au lieu de s'attarder sur le passé, se lamenter sur le passé, que chaque Africain retrousse les manches, réfléchit dans son entourage, dans son environnement, comment je peux faire pour améliorer mon environnement. C'est comme ça que la technologie est née. Comment je fais pour faciliter la vie de mes compatriotes? Comment je fais pour améliorer mon environnement? C'est comme ça que les idées naissent. Et c'est donc comme ça que tous les pays sont développés. Oui. En Chine, par exemple, j'ai lu quelque part, ou j'ai entendu quelque part, un dirigeant chinois a dit, si vous voulez les voitures, fabriquez. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez les voitures, fabriquez les voitures. Si vous ne pouvez pas fabriquer les voitures, fabriquez ce que vous pouvez utiliser ou alors utilisez ce que vous pouvez fabriquer.
Donc, si vous avez le cerveau, le mindset de fabriquer les vélos, alors utilisez les vélos. Donc, en fait, la stratégie est claire. Consommez ce que vous pouvez produire et produisez ce que vous pouvez consommer. Point final. Si chaque pays africain a compris ça, alors l'Afrique est bien partie. Donc, je dis encore 1000 fois merci à ce prodige camerounais. Chaque jeune africain doit regarder cette vidéo. Donc, toi qui regardes ma vidéo, partage ça au maximum. Il faut que ça tombe dans les oreilles de tous les Africains, de tous les jeunes Africains. Donc, vraiment, 1000 fois merci à ce prodige camerounais, à ce génie camerounais. En 10 minutes, tu sais pas ce que tu as fait. Oui, parce que cette vidéo va tourner, ça va tourner, crois-moi. Donc, c'était un discours magistral. Je me suis régalé. Et il m'a vraiment plongé dans les réalités africaines, il m'a plongé dans un passé douloureux de l'Afrique. J'ai été vraiment satisfait et à la fois agréablement surpris. Voilà, c'était toute la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéo, ou alors si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.